À la pendaison de crémaillère de mon frère, sa petite amie a vu mon vieux manteau et a ri, je parie que tu es là pour mendier de l'argent puisque tu es sans abri. Mon père m'a dit d'arrêter d'être si susceptible. J'ai attendu qu'elle se vante de son nouvel emploi dans mon entreprise, puis j'ai dit, en fait, je suis la présidente directrice générale, et vous êtes virée. La nouvelle petite amie de mon frère s'est moquée de mon manteau usé pendant sa pendaison de crémaillère, plaisantant bruyamment que j'étais sans abri et probablement là pour supplier pour un lit. Mon père s'est contenté de rire, me disant d'arrêter d'être si susceptible. Puis elle s'est vantée de son nouveau patron, ne réalisant pas que ce patron, c'était moi. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'épuisement était un poids physique, lourd et pesant, s'installant profondément dans la moelle de mes os. Ce n'était pas le genre de fatigue que l'on ressent après un long footing ou une mauvaise nuit de sommeil. C'était la fatigue cumulative et écrasante d'une fusion de 6 mois qui s'était enfin conclue il y a 3 heures. J'étais assise sur le siège conducteur de ma Peugeot 208 de 2014, le moteur tournant au ralenti avec un sifflement et un cliquetis familier. La climatisation avait rendu l'âme quelque part autour de la borne kilométrique 40 sur l'autoroute, et la chaleur de fin d'après-midi était étouffante. J'ai appuyé mon front contre le volant, respirant l'odeur de vieille céleri et de café rassis. J'aurais dû rentrer chez moi. J'aurais dû rentrer dans ma vraie maison, l'appartement terrasse en centre-ville avec ses baies vitrées allant du sol au plafond et sa cave à vin climatisée que j'avais rarement le temps de visiter. J'aurais dû commander des plats à emporter dans ce restaurant de sushi qui facture 50 € le rouleau, prendre un bain assez chaud pour m'ébouillanter, et dormir pendant 14 heures. Mais je ne pouvais pas. Aujourd'hui, c'était la pendaison de crémaillère de Jérôme. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. C'était un texto de mon père, Thomas. Tout le monde est déjà là. Essaie de ne pas avoir l'air de sortir du lit, Vanessa. Jérôme a des amis importants qui viennent. J'ai fixé l'écran, le rétroéclairage me piquant les yeux secs. Des amis importants. L'ironie était assez tranchante pour couper, mais je l'ai simplement ravalé, de la même manière que j'avais ravalé chaque affront et chaque rejet au cours de la dernière décennie. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Thomas n'avait pas entièrement tort. J'avais l'air d'une épave. Mes cheveux, habituellement tirés en un chignon sévère et professionnel, s'effilochaient sur les bords, des mèches s'échappant pour coller à mon cou moite. Je portais un sweat à capuche que j'avais attrapé sur la banquette arrière pour cacher le fait que ma blouse avait une tache de café à cause d'un stagiaire maladroit plus tôt ce matin-là. J'avais des cernes sous les yeux qu'aucune quantité d'anti-cerne ne pouvait cacher, même si j'avais eu l'énergie de l'appliquer. J'avais l'air négligé. J'avais l'air de quelqu'un qui luttait, et c'est exactement comme ça que ma famille préférait me voir. J'ai coupé le contact, et la Peugeot s'est immobilisée dans un frémissement silencieux. Dehors, la maison se dressait, une imposante maison de lotissement neuve et tentaculaire qui sentait le gazon frais et l'arrogance. C'était une belle maison, une très belle maison. C'était la maison que Jérôme avait toujours voulu et la maison que mes parents avaient fortement subventionnée parce que Jérôme a besoin de fondations stables pour commencer sa vie, tandis qu'on m'avait dit à 18 ans que couler ou nager était un exercice pour forger le caractère. J'ai attrapé le sac cadeau sur le siège passager. À l'intérieur se trouvait un ensemble de couteaux de cuisine japonais forgés à la main que j'avais acheté lors d'un voyage d'affaires à Tokyo le mois dernier. Ils coûtaient plus cher que ma voiture. Je les avais emballés dans du simple papier craft. Sans fioritures, sans paillettes. Je suis sorti de la voiture, mes baskets crissant sur le gravier immaculé de l'allée. Une rangée de BMW, d'Audi et d'une Tesla prétentieuse remplissait l'espace. Ma 208 cabossée ressemblait à un bouton sur le visage d'un mannequin. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, prenant une profonde inspiration pour me préparer. Je devais juste survivre 3 heures, sourire, hocher la tête, féliciter Jérôme, éviter de me disputer avec papa à propos de mon manque d'orientation, et ensuite je pourrais partir. J'ai sonné à la porte. Elle s'est ouverte presque immédiatement, mais ce n'était pas Jérôme qui se tenait là. Ce n'était pas ma mère ni même mon père. C'était une femme que je n'avais jamais rencontrée, bien que j'aie vu ses photos parfaitement soignées sur l'Instagram de Jérôme. Rachel. Elle était magnifique d'une manière terrifiante et artificielle.
Ses cheveux étaient une cascade d'extensions blondes. Son maquillage était contouré à l'extrême, et elle portait une robe blanche qui ressemblait d'Angerouli à une robe de mariée. Elle tenait une flûte de champagne dans une main, ses ongles manucurés tapotant contre le verre. Elle m'a toisé de la tête aux pieds. Ses yeux se sont attardés sur mes baskets éraflées, ont remonté le long de mon jean délavé, se sont arrêtés sur le sweat à capuche taché de café, et ont finalement atterri sur mon visage fatigué. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a tourné légèrement la tête par-dessus son épaule, criant à l'intérieur de la maison, d'un ton aigu et moqueur, « Jérôme, chéri, je crois que la femme de ménage est là, mais elle est bien, elle est vraiment en avance. » Elle s'est retournée vers moi, un sourire en coin sur les lèvres, ses yeux froids et morts. « Les livraisons se font par la porte de service, ma chérie. On ne veut pas salir le hall d'entrée avec de la boue. » La trahison n'était pas dans ses mots. J'avais l'habitude que des inconnus me sous-estiment. La trahison, c'était le rire que j'ai entendu éclater depuis le salon derrière elle. J'ai entendu le rire sonore et distinct de mon père. C'était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. C'était la confirmation que dans cette famille, je n'étais pas seulement le mouton noir. J'étais la blague. Je ne suis pas la femme de ménage, ai-je dit, ma voix rauque après des heures de négociation plus tôt dans la journée. Je me suis éclairci la gorge et me suis redressé un peu, bien que la fatigue me tire sur les épaules. Je suis Vanessa, la sœur de Jérôme. Les sourcils de Rachel se sont levés dans une pantomime exagérée de surprise qui n'a pas atteint ses yeux. Oh! Oh mon Dieu! Elle a laissé échapper un rire haletant et faux, en posant une main sur sa poitrine. Jérôme, c'est ta sœur. Celle dont tu m'as parlé. Elle a reculé, ouvrant la porte en grand, mais elle n'a pas bougé pour me laisser entrer. Elle se tenait là comme une gardienne, me forçant à me faufiler à côté d'elle. En passant, j'ai senti l'odeur de son parfum, quelque chose de lourd, floral et cher. « Waouh !» a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure théâtral alors qu'elle fermait la porte derrière moi. « Je suis tellement désolé. C'est juste que je veux dire, regarde-toi. » J'ai naturellement supposé, elle a laissé sa phrase en suspens, faisant un geste vague vers mon existence tout entière. « Tu as l'air tellement en difficulté. » J'ai serré plus fort la poignée du sac à dos. La semaine a été longue, Rachel. J'imagine, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Le travail posté est une tuerie, n'est-ce pas? Ma cousine travaille dans un restaurant, et elle a toujours l'air exactement comme toi. Juste épuisée. Je suis entré dans le hall, ignorant la pique. La maison était impressionnante, je devais l'admettre. De hauts plafonds, des sols en marbre, un lustre qui coûtait probablement 10 000 €. C'était bruyant, rempli du bavardage de 20 ou 30 personnes, les amis de mes parents, les copains de fac de Jérôme, les voisins. Jérôme est sorti de la cuisine en bondissant, une bière à la main. Il avait l'air bien, en bonne santé, bronzé, portant un polo impeccable rentré dans un chino. L'enfant chéri, brillant de mille feux. « Ness » a-t-il crié, venant me faire une accolade à un bras, sans enthousiasme. Il s'est rapidement écarté, ses yeux se posant sur mon sweat à capuche. « Tu as pu venir. » Puis, tu n'as pas eu le temps de te changer? Je suis venu directement du travail, ai-je dit, me forçant à sourire. Joyeuse pendaison de crémaillère, Jérôme. La maison est magnifique. Oui, n'est-ce pas? Il a bombé le torse, regardant autour de lui. On a fait une super affaire. Papa a vraiment aidé pour la négociation de la compte. Je n'en doute pas, ai-je dit doucement. Alors, voici Rachel, a dit Jérôme, enroulant un bras autour de la femme qui venait d'essayer de m'envoyer à l'entrée de service. Rachel, voici Vanessa. Nous nous sommes rencontrés, a dit Rachel, passant son bras sous celui de Jérôme et serrant son biceps. J'ai failli l'envoyer au quartier des domestiques. Tu y crois? Mais honnêtement, Jérôme, tu ne m'avais pas dit qu'elle était autant en difficulté. Mon père, Thomas, est entré dans le couloir à ce moment-là. C'était un homme grand aux cheveux argentés et à la posture qui exigeait l'autorité. Il tenait un verre de scotch, les glaçons cliquetant tandis qu'il marchait. Vanessa, m'a-t-il salué d'un signe de tête, pas d'une étreinte. Il a regardé ma tenue avec un dédain manifeste. Je t'ai spécifiquement envoyé un texto pour que tu t'habilles convenablement.
Il y a des gens du club ici. Cela donne une mauvaise image de nous quand tu te présentes avec l'air d'une vagabonde. Content de te voir aussi, papa, ai-je dit, sentant cette boule familière et enfantine se former dans ma gorge. J'ai tendu le sac cadeau à Jérôme. Tiens. Pour la cuisine. Jérôme a pris le sac. Il n'était pas lourd, mais son contenu était de valeur. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur, écartant le papier craft. Il a froncé les sourcils. Des couteaux? Ils sont en acier japonais forgé à la main, ai-je commencé à expliquer. L'artisan est, oh, mignon, a interrompu Rachel, regardant dans le sac. Ils sont d'occasion? Le papier cadeau a l'air un peu recyclé. Ils ne sont pas d'occasion, ai-je dit, ma voix se durcissant. Ils sont faits sur mesure. Rachel a ri, d'un son tintant et condescendant. Ce n'est pas grave, Vanessa. Nous savons que les temps sont durs. Honnêtement, c'est l'intention qui compte. On pourra les utiliser dans le garage ou quelque chose comme ça. Jérôme, range-les avant que quelqu'un ne voie l'emballage. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Rachel, ces couteaux valent plus que, Vanessa, arrête, à couper mon père, sa voix tranchante. Ne sois pas sur la défensive. Rachel est juste aimable à propos de ton cadeau. Ne fais pas de scène parce que tu es gêné. Je ne suis pas gêné, ai-je dit, regardant de mon père à mon frère. Jérôme ne voulait pas croiser mon regard. Il était trop occupé à sourire à Rachel. J'essaie d'expliquer ce qu'est le cadeau. On a compris, a dit papa en prenant une gorgée de son scotch. Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, va te chercher un verre et essaie de te fondre dans la masse. Ou peut-être reste dans la cuisine. Laisse tomber. Tu rends la situation embarrassante. Laissez tomber. Le mantra de la famille. Chaque fois que Vanessa était maltraitée. Je les ai regardés s'éloigner. Rachel a chuchoté quelque chose à l'oreille de Jérôme, et il a ri, lui embrassant la tempe. Papa a donné une tape dans le dos de Jérôme, rayonnant de fierté. Ils se sont dirigés vers le salon, me laissant seul dans le hall avec mes vêtements de vagabonde et mon indignation brûlante. J'ai pris une profonde inspiration, comptant jusqu'à 10. Je pouvais partir. Je pouvais faire demi-tour, remonter dans ma 208 et ne plus jamais leur adresser la parole. Mais je me suis souvenu du texto que j'avais reçu juste avant de conclure la fusion aujourd'hui, une notification des ressources humaines concernant les nouvelles embauches du trimestre. Je n'avais pas regardé les noms de près à ce moment-là, mais en voyant Rachel parader dans le salon, une prise de conscience m'a frappé. Un nom, un visage d'une photo de profil. Rachel Miller, chargée de clientèle junior. Elle n'en avait aucune idée. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai touché le métal froid de mon téléphone. Un calme lent et glacial m'a envahi, remplaçant l'épuisement. Ils voulaient jouer à des jeux de statut. Ils voulaient parler de qui était en difficulté. Ils avaient oublié une chose cruciale, la personne qui signe les chèques est la seule à détenir véritablement le pouvoir. Je suis entré dans le salon, non pas pour me fondre dans la masse, mais pour observer, pour comprendre pourquoi la scène dans le hall m'avait tant blessé. Il faut comprendre l'histoire de l'enfant chéri et de la roue de secours. Jérôme était le bébé miracle. Mes parents avaient essayé pendant des années d'avoir un fils pour perpétuer le nom de famille. Mon père était obsédé par l'héritage, même si son propre héritage était une compagnie d'assurance de taille moyenne qu'il avait vendue pour une somme décente mais pas renversante il y a 10 ans. Quand Jérôme est né, il est devenu le centre de leur univers. On lui a tout donné, des tuteurs privés, des camps sportifs, une voiture neuve à 16 ans, les frais de scolarité payés en totalité, et une généreuse allocation bien après ses 20 ans. Moi, en revanche, j'étais un accident. Né 4 ans plus tard, j'étais le « bébé oups ». Je n'étais pas maltraité au sens dit qu'ancien du terme. J'étais nourri, vêtu et logé, mais j'étais émotionnellement invisible. Si Jérôme avait une excellente note, c'était une célébration. Si j'avais une excellente note, c'était attendu. Si Jérôme avait besoin d'aide pour son loyer, l'échiquier s'ouvrait. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mes frais de scolarité, on m'a dit que contracter des prêts me forgerait le caractère. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis forgé un sacré caractère. J'ai eu 3 emplois pendant mes études. J'ai appris à coder la nuit.
J'ai lancé Zénith Digital depuis un appartement humide en sous-sol à 22 ans, en mangeant des nouilles instantanées et en piratant le Wi-Fi du café d'en bas. Pendant 10 ans, je me suis usé jusqu'à la moelle. J'ai manqué des mariages, des anniversaires et des vacances. J'ai réinvesti chaque centime dans l'entreprise. Je conduisais une voiture d'occasion parce que je préférais dépenser cet argent pour embaucher les meilleurs développeurs. Je portais des vêtements simples parce que je n'avais pas le temps de faire du shopping. Et franchement, je m'en fichais. Ma famille savait que j'avais un petit truc dans le marketing. Ils supposaient que j'étais une pigiste qui joignait les deux bouts en concevant des dépliants pour les pizzerias locales. Je ne les ai jamais corrigés. Au début, c'était parce que je voulais les surprendre quand j'aurais réussi. Plus tard, c'était parce que j'ai réalisé qu'ils ne s'en souciaient pas assez pour demander. Et récemment, c'était un test. Un test qu'ils ont échoué à chaque fois que nous parlions. Je me tenais dans un coin du salon de Jérôme, sirotant un verre d'eau tiède du robinet parce que le bar était bondé, et j'observais Rachel animer la pièce. C'était un prédateur en mousseline blanche. Je l'ai vu acculer tante Margot, posant des questions pointues sur la maison de vacances de Margot en Floride, calculant clairement sa valeur nette. Je l'ai vu flirter agressivement avec un des anciens partenaires commerciaux de mon père, riant trop fort à ses blagues terribles tout en lui touchant le bras. Mais sa cible principale, c'était moi. Elle semblait sentir que j'étais le maillon faible de la pièce, la seule personne à qui elle pouvait s'en prendre pour s'élever. Elle a flotté jusqu'à l'endroit où je me tenais, traînant Jérôme avec elle comme un accessoire. Quelques-unes de ses amies, des clones en robe pastel, la flanquaient. Alors, Vanessa, a dit Rachel, sa voix assez forte pour attirer l'attention du cercle voisin. Jérôme me dit que tu es célibataire. Toujours. Je suis occupée, ai-je répondu d'un ton neutre. Occupée à quoi, a-t-elle gloussé. À chercher un mari riche. Parce que honnêtement, en te regardant, tu devrais peut-être essayer une autre stratégie. Peut-être faire un peu plus d'efforts. Ses amis ont ricané. Jérôme avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. Il s'est contenté de faire tourner son verre. Je me concentre sur ma carrière, ai-je dit, mon regard ferme. C'est ça. Ta carrière, a dit Rachel, faisant des guillemets avec les doigts. Être pigiste, c'est si courageux. Je veux dire, ne pas savoir d'où viendra ton prochain chèque. Je mourrais d'anxiété, mais je suppose que tu as l'habitude de vivre avec moi. Je me débrouille, ai-je dit. Eh bien, tu devrais prendre exemple sur moi, a dit Rachel en bombant le torse. Je viens de décrocher un poste énorme, une vraie carrière, pas juste des petits boulots. Ah oui, ai-je demandé en penchant la tête. Zénith Digital, a-t-elle annoncé, rayonnante. C'est l'agence numérique la plus en vogue de la ville, peut-être du pays. Nous gérons les comptes de grandes entreprises. Le processus de recrutement était brutal. Seule l'élite est acceptée. Mon cœur a eu un battement lent et lourd dans ma poitrine. Nous. Elle était là depuis 3 jours. Vraiment, ai-je demandé doucement. Oh, absolument, a poursuivi Rachel, sa voix s'élevant alors qu'elle réalisait qu'elle avait un public. Mon père s'est approché, l'air satisfait que son fils ait déniché une femme aussi brillante. La culture là-bas est incroyablement exclusive. Gros risque, grosse récompense. Mon salaire de départ est probablement plus élevé que ce que tu as gagné au cours des 5 dernières années réunies. Ça a l'air impressionnant, est intervenu papa en posant une main sur l'épaule de Jérôme. Tu vois, Vanessa, voilà à quoi ressemble l'ambition. Rachel va loin. Tu pourrais en prendre de la graine. En fait, je suis pratiquement la meilleure amie de la présidente directrice générale, a menti Rachel, ses yeux brillant de l'excitation de sa fabrication. C'est une femme terrifiante et puissante, mais elle m'a tout de suite prise en sympathie. Elle a dit que je lui rappelais elle-même quand elle était plus jeune. Nous allons déjeuner la semaine prochaine pour discuter de ma trajectoire vers un poste de direction. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. La présidente directrice générale, moi, avait été à Tokyo la semaine dernière et enfermée dans une salle de réunion ces 3 derniers jours. Je n'avais jamais posé les yeux sur Rachel Miller avant qu'elle n'ouvre la porte de cette maison. Elle a l'air perspicace, ai-je réussi à dire. Oh, elle l'est, a acquiescé Rachel. Sérieusement. Elle déteste l'incompétence. Elle déteste les gens qui ne se présentent pas bien.
Honnêtement, Vanessa, si tu entrais dans notre bureau avec cette tête, la sécurité te plaquerait au sol avant que tu n'atteignes l'ascenseur. Elle a ri de nouveau, et ses amis l'ont rejointe. Même papa a esquissé un sourire. Eh bien, a dit papa, au moins une femme dans cette famille réussit quelque chose. Bravo, Rachel. Jérôme, tu as choisi une gagnante. Rachel s'est pavanée, se penchant contre Jérôme. J'essaie, Thomas. Vraiment. Peut-être qu'une fois installé, je pourrais voir s'il y a une place au service du courrier pour Vanessa. Ou peut-être à l'entretien. On a toujours besoin de gens pour vider les poubelles. La pièce est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde. C'était un pas de trop, même pour eux. Mais ensuite, Jérôme a ri un rire nerveux et forcé, mais un rire néanmoins. Ouais, a dit Jérôme. Peut-être que tu peux l'aider, chérie. J'ai regardé mon frère. J'ai regardé mon père, qui hochait la tête en signe d'approbation. Et enfin, j'ai regardé Rachel, qui souriait comme le chat qui avait mangé le canari, ignorant qu'elle se tenait en fait dans la fosse au lion. Tu sais, Rachel, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, perdant toute trace de raucité, j'adorerais en savoir plus sur ton rôle chez Zénith, en particulier sur ce déjeuner avec la présidente directrice générale. Oh, ma chérie, a-t-elle ricané en levant les yeux au ciel. Tu ne comprendrais pas le jargon de l'entreprise. Restons à des sujets faciles pour toi. Comment va la Peugeot? Toujours à peine. Je ne suis pas parti en trombe. Partir en trombe implique une perte de contrôle. Et s'il y a une chose que la direction d'une entreprise de plusieurs millions d'euros m'avait apprise, c'est que l'émotion est un handicap dans les négociations. Et ceci était une négociation pour ma dignité. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je dit, ma voix calme contrastant vivement avec les battements chaotiques de mon cœur. Au fond du couloir, deuxième porte à gauche, a marmonné Jérôme, sans me regarder. Il était trop occupé à remplir la flûte de champagne de Rachel, sa posture soumise, comme un serveur servant une reine. N'utilise pas la salle de bain principale, a crié Rachel derrière moi, sa voix stridente. Je ne veux pas que tu touches à mes produits de soins. Une vague de rire m'a suivi dans le couloir. J'ai continué à marcher, la colonne vertébrale rigide, jusqu'à ce que j'atteigne la salle de bain des invités. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte, m'appuyant contre le bois froid. Le silence fut instantané et lourd. Je me suis regardé dans le miroir. L'épuisement était toujours là, les cernes, les cheveux en désordre, mais quelque chose avait changé dans mes yeux. La résignation terne avait disparu, remplacée par l'éclat vif et d'acier que je réservais habituellement aux offres publiques d'achat hostile. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'adrénaline. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai navigué jusqu'à l'annuaire interne de Zénith Digital. C'était une application sécurisée accessible uniquement aux employés. J'ai contourné la connexion standard avec mon pass biométrique, la clé maîtresse. J'ai tapé « Miller ». Un résultat est apparu, Rachel Miller, chargée de clientèle junior, département des ventes, période d'essai. Date de début, il y a 3 jours. Superviseur direct, Marc Fournier. J'ai cliqué sur son profil. Son curriculum vitae était joint à son dossier numérique. Je l'ai parcouru rapidement. C'était embelli, pour le dire poliment. Elle prétendait avoir 5 ans d'expérience dans une entreprise dont je savais qu'elle avait fait faillite il y a 3 ans. Elle listait là, négociation avancée, comme compétence. Mais le clou du spectacle, c'était les notes internes laissées par les ressources humaines, notes, la candidate est enthousiaste mais manque d'expérience technique. Embauche à l'essai en raison d'une recommandation de censurer. Surveiller de près pour l'adéquation culturelle. Adéquation culturelle, ai-je chuchoté dans la pièce vide. En termes Zénith, c'était le code pour ne pas les laisser devenir un risque de toxicité. Elle avait menti sur son poste. Elle avait menti sur son salaire. Mais le mensonge sur le déjeuner, l'affirmation qu'elle était préparée par moi pour un poste de direction, était le levier dont j'avais besoin. Ce n'était pas seulement un affront personnel. C'était une fausse représentation de la direction de l'entreprise. Cela justifiait une action. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert mes emails et j'ai rédigé un message rapide à Marc, son superviseur. Marc était un homme bon,
un manager pragmatique qui était avec moi depuis les débuts dans le garage. Sujet, demande urgente concernant la nouvelle recrue Rachel Miller-Mark. Je suis à un événement familial et je viens de rencontrer votre nouvelle recrue, Rachel Miller. Elle se présente actuellement comme une cadre supérieure et prétend que nous avons un déjeuner prévu pour discuter de sa promotion. Pouvez-vous confirmer son emploi du temps réel pour la semaine? Aussi, veuillez rester disponible. Je pourrais avoir besoin que vous participiez à un appel. J'ai appuyé sur Envoyer. Puis j'ai ouvert mon application de calendrier. J'ai remonté à la semaine dernière, réunion à Tokyo de 7h à 22h. J'ai fait défiler jusqu'à cette semaine, la clôture de la fusion. J'ai pris une capture d'écran de mon itinéraire. J'avais le piège. J'avais l'appât. Maintenant, il fallait juste qu'elle y tombe. Je me suis lavé les mains, les frottant avec le savon à la lavande jusqu'à ce qu'elle soit rose. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, le séchant en tapotant avec une serviette d'invité moelleuse. Je n'ai pas essayé de coiffer mes cheveux. Je n'ai pas essayé de lisser mon sweat à capuche. Laissez-les voir la sœur en difficulté. La révélation n'en serait que plus dévastatrice. Quand je suis retourné dans le salon, la dynamique avait légèrement changé. La fête battait son plein. La musique avait été montée, une playlist pop générique qui battait innocemment en fond sonore. Rachel tenait maintenant salon sur le canapé en cuir blanc, chaussures enlevées, jambes repliées sous elle, ayant tout l'air de la maîtresse de maison. Mon père était assis dans un fauteuil à proximité, la regardant avec une expression de révérence qu'il ne m'avait jamais adressée. Jérôme était assis sur la coudoir du canapé, sa main posée de manière possessive sur l'épaule de Rachel. Il ressemblait à un tableau de la parfaite famille réussie, et j'étais la tache sur la photographie. Je me suis approché, me plaçant délibérément au centre de leur cercle. Déjà de retour, a lancé Rachel, sans lever les yeux de son téléphone. Je craignais que tu te sois perdu dans une maison de cette taille. C'est beaucoup plus grand que ce à quoi tu es habitué. J'ai trouvé mon chemin, ai-je dit, prenant place debout près de la cheminée. Je ne me suis pas assise. Être debout me donnait l'avantage de la hauteur, even s'il ne s'en rendait pas encore compte. Je pensais justement à ce que tu as dit, Rachel, à propos de Zénith. La tête de Rachel s'est relevée d'un coup, ses yeux se plissant. Quoi à ce sujet? Je suis simplement très impressionné, ai-je dit, injectant un ton de curiosité sincère dans ma voix. C'est une industrie difficile. Le marketing exige beaucoup d'intégrité. Il exige l'instinct du tueur, m'a corrigé Rachel avec un ricanement. Chose que tu manques clairement. C'est pourquoi je suis sur la voie rapide. Et toi, tu es bien, toi. C'est vrai, ai-je acquiescé. La voie rapide. Tu as mentionné que la présidente directrice générale t'a prise en sympathie. Comment est-elle? J'ai lu quelques articles, mais ils disent qu'elle est très discrète. Rachel a siroté son champagne, savourant l'attention. Le cercle entier papa, Jérôme, les voisins s'est penché en avant. Elle est discrète, a dit Rachel, baissant la voix d'un air de conspiration. Mais avec moi, elle s'est vraiment ouverte. Nous avons eu cette conversation à cœur ouvert dans son bureau mardi. Elle m'a dit qu'elle en avait marre des bénis oui-oui qui l'entourent. Elle a besoin de quelqu'un de frais, quelqu'un avec une vision. Elle m'a même demandé conseil sur le comte de Kyoto. La pièce a murmuré son appréciation. Waouh, a dit Jérôme, rayonnant. Chérie, c'est énorme. Le comte de Kyoto. J'ai senti un sourire froid se dessiner au coin de ma bouche. Le comte de Kyoto, ai-je répété. Ça a l'air fascinant. Quel genre de client est-ce? Technologie? Mode? Rachel a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, tu ne les connaîtrais pas. C'est de la robotique de haute technologie. Des trucs à plusieurs milliards d'euros. Confidentiel, évidemment. Évidemment, ai-je dit. C'est juste étrange. Qu'est-ce qu'il est? A sèchement demandé Rachel. Eh bien, ai-je dit, sortant mon téléphone et le regardant d'un air désinvolte, je suis l'industrie d'assez près, et je sais pertinemment que Zenith Digital n'a pas de compte à Kyoto. Leurs opérations en Asie sont exclusivement basées à Tokyo et à Séoul. Ils ont fermé le bureau satellite de Kyoto il y a 4 ans, avant la restructuration. Le silence qui a suivi fut tranchant.
Rachel a cligné des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant légèrement. Qu'est-ce que tu en sais, a-t-elle craché, son visage devenant rose. Tu as lu ça sur un blog. Je suis à l'intérieur, Vanessa. Je sais ce qui se passe dans la salle du conseil. Et la présidente directrice générale, ai-je insisté, ignorant son insulte. Tu as dit que tu l'avais rencontrée mardi dans son bureau. Oui, a crié Rachel, son sang-froid se fissurant. Pourquoi tu me cuisines? Tu es si jalouse? C'est juste que mardi, ai-je dit en faisant défiler mon téléphone, la presse spécialisée a rapporté que la présidente directrice générale de Zénith était à Londres pour finaliser l'acquisition de cibles analytiques. Il y a des photos d'elle sonnant la cloche de clôture. Donc je ne comprends pas comment elle pouvait avoir une conversation à cœur ouvert avec toi dans son bureau au même moment. J'ai levé les yeux, la fixant. À moins qu'elle n'ait un clone. Rachel s'est décomposée. Elle s'est levée, manquant de renverser sa flûte de champagne. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Elle est rentrée. Elle a pris un jet privé juste pour rencontrer l'équipe de direction. Pour un déjeuner avec une nouvelle recrue junior, ai-je demandé doucement. Je ne suis pas une recrue junior, a hurlé Rachel. Le vernis de la femme de carrière sophistiquée s'est instantanément dissous, révélant l'intimidatrice capricieuse qui se cachait en dessous. Jérôme, tu vas la laisser me parler comme ça? Elle me traite de menteuse dans ma propre maison. Jérôme a sauté de l'accoudoir du canapé, son visage rouge de gêne et de colère. Mais la colère n'était pas dirigée contre la femme qui criait des mensonges. Elle était dirigée contre moi. Vanessa, ça suffit, a aboyé Jérôme, se plaçant entre Rachel et moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu arrives chez moi en ayant l'air d'une épave, tu me donnes un cadeau bon marché, et maintenant tu essaies d'humilier ma petite amie. Parce que quoi? Tu es jalouse qu'elle ait un vrai travail? Je ne suis pas jalouse, Jérôme, ai-je dit, ma voix stable, bien que ça me fasse mal de le voir la défendre si aveuglément. J'essaie de te prévenir. Elle ment. Elle ment sur son travail, elle ment sur son poste, et elle ment sur qui elle est. Arrête. Papa s'est levé à son tour, ses pas lourds résonnant sur le parquet. Il s'est dressé au-dessus de moi, son visage tordu de déception. Je savais que je n'aurais pas dû t'inviter. Tu fais toujours ça. Tu ne supportes pas de voir les autres réussir. Rachel n'a été que bienveillante avec toi, et tu l'attaques. Elle m'a traité de mendiante, papa, ai-je dit en montrant mes vêtements. Elle a essayé de m'envoyer à l'entrée de service. C'est ça, être bienveillante? Elle plaisantait, a crié papa. C'était une blague. Mon Dieu, tu es si susceptible. Pas étonnant que tu ne puisses pas garder un homme. Pas étonnant que tu sois coincé dans la vie sans issue que tu mènes. Il a raison, est intervenue Rachel de derrière Jérôme, jetant un coup d'œil avec une expression suffisante et larmoyante. Elle a essuyé une fausse larme de sa joue. J'ai essayé d'être gentille, Jérôme. J'ai essayé, mais elle est juste toxique. Elle est une énergie toxique. Je ne veux pas d'elle ici. Tu l'as entendu, a dit Jérôme en montrant la porte. Sors, Ness. Sérieusement, pars. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était la réponse par email de Marc. Vanessa, tu es sérieuse? Rachel Miller a commencé lundi. Elle est au service des ventes, niveau débutant. Elle est en période d'essai de 90 jours. J'ai sa feuille de temps ici. Elle est partie plus tôt 2 fois cette semaine. De plus, elle n'est pas autorisée à parler au nom de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle raconte? Dois-je appeler la sécurité? J'ai regardé le message. Puis j'ai regardé mon frère, qui montrait la porte. J'ai regardé mon père, qui secouait la tête de dégoût. Je vais partir, ai-je dit en levant la main. Mais avant de partir, je pense qu'il y a un appel que nous devons passer. Plus d'appels, a sèchement dit Jérôme. Va-t'en. Rachel, ai-je dit en élevant la voix pour couvrir le bruit. Je l'ai regardé directement. Si tu es la meilleure amie de la présidente directrice générale, pourquoi ne l'appelles-tu pas tout de suite? Mets-la sur haut-parleur. Tirons ça au clair. Rachel s'est figée. Ses yeux ont balayé la pièce. Les invités regardaient maintenant, sentant le sang dans l'eau. Je ne peux pas, a-t-elle balbutié.
C'est le week-end. Elle est occupée. Je respecte ses limites. C'est drôle, ai-je dit en faisant un pas en avant. Parce que tu as dit qu'elle t'avait prise en sympathie. Elle prendrait sûrement un appel de sa protégée. Elle bluffe, Jérôme, a crié Rachel en s'agrippant à son bras. Fais-la partir. Elle est folle. Je ne bluffe pas, ai-je dit. En fait, j'ai l'annuaire d'entreprise de Zénith juste ici. J'ai tourné l'écran de mon téléphone pour que la pièce puisse voir. Voici l'organigramme en direct. J'ai tapé sur l'écran. Voici le conseil d'administration. Voici les vice-présidents. Voici les directeurs principaux. J'ai fait défiler vers le bas, passant devant des noms et des visages. Et tout en bas ici, dans le groupe des employés en période d'essai, se trouve Rachel Miller. La pièce est devenue silencieuse. J'ai vu quelques invités se pencher pour plisser les yeux sur l'écran. C'est une vieille liste, a crié Rachel, son visage devenant rouge et tacheté. Le système n'a pas encore été mis à jour. J'ai été promu hier. Promotion verbale. Une promotion verbale au conseil d'administration en 3 jours, ai-je demandé. Rachel, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les entreprises. Ce n'est pas comme ça que mon entreprise fonctionne. Ton entreprise, Harry papa, d'un son dur et aboyant. Vanessa, as-tu perdu la tête? Maintenant tu prétends y travailler aussi? En tant que quoi, la concierge dont Rachel a parlé en plaisantant? Non, papa, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure qui portait plus de poids qu'un cri. Je n'y travaille pas seulement. J'ai regardé Rachel. Elle était devenue pâle. Elle me fixait vraiment pour la première fois. Elle regardait la façon dont je me tenais. Elle regardait le téléphone dans ma main, le téléphone qui était connecté au compte administrateur. Tu t'es vanté de ta carrière, lui ai-je dit. Tu t'es vanté de la culture exclusive. Tu t'es vanté que la présidente directrice générale détestait l'incompétence. Je me suis rapproché d'elle. Jérôme a essayé de me bloquer, mais il a hésité, confus par le changement d'atmosphère. Tu as oublié une chose, Rachel, ai-je dit. Tu n'as jamais vérifié qui a fondé Zénith Digital. C'est une société holding, a balbutié Rachel, sa voix tremblante. C'est détenu par un groupe. C'est détenu par Participation VM, les jeux corrigés. VM Vanessa Marie. C'est mon deuxième prénom, Rachel. J'ai vu la prise de conscience la frapper comme un coup physique. Ses genoux ont littéralement fléchi légèrement. Non, a-t-elle chuchoté. Non, c'est impossible. Tu conduis une Peugeot. Tu as cette apparence. Je conduis une Peugeot parce que j'investis mon argent dans mes employés, ai-je dit. J'ai cette apparence parce que je viens de passer 3 jours à conclure la fusion de Cible Analytique dont tu as entendu parler dans les nouvelles. La fusion que j'ai signée. N'importe quoi, a chuchoté Jérôme. Il a regardé de moi à Rachel. Ness, arrête de mentir. Papa, dis-lui d'arrêter. Elle ment, a crié Rachel, mais le désespoir dans sa voix la trahissait. Elle s'est jetée sur mon téléphone. Donne-moi ça. Tu as truqué cette application. Tu l'as truqué. J'ai facilement retiré le téléphone. Je n'ai pas truqué ça. J'ai appuyé sur le bouton de l'écran. Appel de Marc Fournier, vice-président des ventes. Je l'ai mis sur haut-parleur. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. Le son a résonné dans la pièce silencieuse étendue. Vanessa. La voix de Marc a retenti depuis le haut-parleur, claire et autoritaire. J'ai reçu ton email. Je regarde le dossier de Miller en ce moment. Pourquoi prétend-elle être une cadre? Veux-tu que je résilie son accès immédiatement? Parce que si elle se présente faussement au nom de l'entreprise lors d'un événement public, c'est une violation de la clause 4 de son contrat. Rachel a laissé échapper un son qui était à mi-chemin entre un hoquet et un sanglot. La mâchoire de Jérôme est tombée. Le verre de scotch de papa lui a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol. Le silence qui a suivi la voix de Marc au téléphone était absolu. C'était un vide, aspirant l'air de la pièce. Le seul son était le crissement du verre sous la chaussure de mon père alors qu'il déplaçait son poids, fixant le téléphone dans ma main comme si c'était une grenade qui venait d'exploser. Vanessa, a répété Marc,
sa voix métallique mais indubitablement sérieuse. J'ai besoin d'une confirmation verbale. Miller cause-t-elle une scène? La sécurité peut être là dans 20 minutes si tu es à la résidence. Je n'ai pas regardé le téléphone. J'ai gardé les yeux fixés sur Rachel. Son visage était un masque de plâtre qui s'effritait. L'arrogance, le ricanement, la pitié et tout avait disparu, remplacé par une terreur brute et nue. Non, Marc, ai-je dit calmement, ma voix se projetant clairement jusqu'au fond de la pièce où les voisins chuchotaient. La sécurité ne sera pas nécessaire. Rachel expliquait justement à tout le monde comment elle dirigeait pratiquement l'endroit. Je pense qu'elle a terminé sa présentation maintenant, n'est-ce pas, Rachel? Rachel a émis un petit son d'étouffement. Jérôme, a-t-elle chuchoté, tendant une main tremblante vers mon frère. Jérôme a reculé. Il a littéralement fait un pas en arrière, les yeux écarquillés et horrifiés. Il a regardé d'elle à moi, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. La sœur en difficulté, la petite amie riche, les mensonges, la réalité. Tu as menti, a dit Jérôme, sa voix se brisant. Tu as dit que tu étais une cadre. Tu as dit que tu gagnais un salaire à 6 chiffres. J'allais le faire, a balbutié Rachel, les larmes coulant maintenant sur son visage, ruinant son contouring. J'ai du potentiel, Jérôme. C'était juste un petit mensonge anodin pour impressionner ton père. Tout le monde le fait. Tu as essayé de faire virer ma sœur, a dit Jérôme, la colère montant enfin à travers sa confusion. Tu es resté là à plaisanter sur le fait de la transformer en concierge dans sa propre entreprise. Je ne savais pas, a crié Rachel en se tournant vers moi. Comment étais-je censé savoir? Tu as l'air d'une clocharde. Tu conduis une épave. Tu m'as piégé. Tu m'as tendu un piège. J'ai ri. C'était un son sec et sans humour. Je ne t'ai pas piégé, Rachel. J'ai simplement existé. Tu as comblé les vides avec tes propres préjugés. Tu as vu une Peugeot et tu as supposé l'échec. Tu as vu un sweat à capuche et tu as supposé la pauvreté. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la tienne. Et franchement, c'est exactement pourquoi tu n'es pas en adéquation culturelle avec Zénith. J'ai de nouveau porté le téléphone à ma bouche. Marc. Je suis là, patronne. Mettez fin au contrat de Rachel Miller immédiatement, ai-je dit. Avec effet immédiat. Notez cela comme une faute grave et une fausse représentation de l'autorité de l'entreprise. Et Marc? Oui. Assurez-vous que le service juridique envoie une mise en demeure de cesser et de s'abstenir concernant son utilisation de notre nom commercial. Si j'entends dire qu'elle a utilisé la marque Zénith pour obtenir ne serait-ce qu'un apéritif gratuit dans un restaurant, je veux qu'elle soit poursuivie en justice jusqu'à sa ruine. Compris, a dit Marc. C'est fait. Son accès est révoqué. Son badge ne fonctionnera pas lundi. Non, a crié Rachel. Elle s'est précipitée en avant, me saisissant le bras. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me virer un samedi. C'est illégal. Je vais te poursuivre. Mon père connaît des avocats. J'ai retiré mon bras, époussetant la manche de mon sweat à capuche là où elle m'avait touché. Tu es en période d'essai, Rachel. Je peux te virer pour avoir porté des chaussettes de la mauvaise couleur. Mais te virer pour avoir publiquement humilié la présidente directrice générale et menti sur la stratégie de l'entreprise. C'est une affaire gagnée d'avance. Garde l'argent de ton père. Tu en auras besoin pour le loyer. Rachel a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un allié. Elle a regardé ses amies, mais elles étudiaient toutes le sol ou leur verre, se distançant du rayon de l'explosion. Elle a regardé papa. Thomas, a-t-elle plaidé. Tu me connais. Tu sais que je suis une bonne personne. Dis-lui d'arrêter. Elle gâche votre fête. Mon père, Thomas, m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il a regardé la femme qu'il avait ignorée pendant 30 ans, la fille qu'il avait traitée d'échec il y a 1 heure, et il a réalisé qu'il regardait la personne la plus puissante de la pièce. Rachel, a dit papa, sa voix basse. Je pense que tu devrais partir. Rachel a eu un hoquet de surprise. Quoi? Mais Jérôme. Jérôme ne l'a pas regardé.
Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. L'air du soir est entré, frais et vif. Sors, a dit doucement Jérôme. Mais mon transport, a sangloté Rachel. Je suis venu avec toi. Appelle un Uber, a dit Jérôme. Sors juste de ma maison. Rachel est restée là un moment, tremblant de rage et d'humiliation. Puis elle a poussé un cri de frustration, a attrapé son sac à main sur le canapé et s'est dirigée vers la porte en furie. En passant à côté de moi, elle a sifflé, « Tu es une sorcière. Tu mourras seule avec ton argent. » C'est toujours mieux que de mourir en étant une imposture, ai-je répondu calmement. La porte a claqué derrière elle, le son résonnant comme un coup de feu. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Il n'était pas tendu. Il était stupéfait. Les invités étaient immobiles. La musique s'était arrêtée à un moment donné. J'ai regardé la salle remplie de gens et les voisins qui avaient ri de moi, les amis importants du club. Eh bien, ai-je dit, remettant mon téléphone dans ma poche. Je pense que cela conclut le divertissement de la soirée. Joyeuse pendaison de crémaillère, Jérôme. Profite des couteaux. Ils sont vraiment excellents pour trancher dans le vif. Je me suis retourné pour partir. Vanessa, attends, a dit papa. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Qu'y a-t-il, papa? J'ai encore rendu la situation embarrassante? S'il te plaît, a dit papa. Ne pars pas, viens t'asseoir. Je me suis retourné lentement. Mon père avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'à mon arrivée. Il était affalé dans son fauteuil, le scotch renversé s'imprégnant dans le tapis à ses pieds. Jérôme était appuyé contre le cadre de la porte, la tête dans les mains. Les invités, sentant l'intimité de l'implosion familiale, ont commencé à trouver des excuses. Je pense que nous devrions y aller, a marmonné tante Margot, se précipitant vers la porte avec son mari. Superbe fête, Jérôme, a menti quelqu'un d'autre. En 5 minutes, la maison était vide, à l'exception de nous trois. Le silence de la grande maison vide était oppressant. Je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient enfin stables. L'adrénaline se dissipait, laissant derrière elle une profonde tristesse. Depuis combien de temps, a demandé Jérôme en relevant la tête. Ses yeux étaient rouges. Depuis combien de temps tu la possèdes? Je l'ai fondée il y a 10 ans, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir. Zénith Digital. Ça a commencé dans cet appartement en sous-sol dont vous vous moquiez. Mes participations VM, a demandé papa, me regardant avec une expression déconcertée. J'ai vu ça dans les journaux. Ils ont acheté cette société d'analyse pour 40 millions d'euros. 60 millions d'euros, les jeux corrigés gentiment. Et oui, c'est moi. Papa a laissé échapper un long soupir, passant une main dans ses cheveux argentés. Pourquoi? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous laisser penser que tu étais en difficulté? Je ne vous ai pas laissé penser quoi que ce soit, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Je vous ai dit que je travaillais dans le marketing. Je vous ai dit que les affaires allaient bien. Vous n'avez jamais demandé de détails. Vous n'avez jamais demandé le nom de l'entreprise. Vous avez supposé. Vous avez supposé que parce que je ne conduisais pas une Mercedes, je n'avais pas réussi. Vous avez supposé que parce que je ne vous demandais pas d'argent, je devais joindre les deux bouts. Nous voulions juste aider, a dit faiblement papa. Non, ce n'est pas vrai, ai-je sèchement répondu. Vous vouliez vous sentir supérieur. Vous vouliez être le sauveur de Jérôme. Et vous vouliez que je sois l'exemple à ne pas suivre. Ne finissez pas comme Vanessa, travaillant trop dur pour trop peu. Ça vous permettait de vous sentir mieux en le gâtant. Jérôme a tressailli. N'est-ce, ce n'est pas juste. Ah non, lui ai-je demandé. Jérôme, tu as 28 ans. Papa a négocié ton acompte. Maman fait tes courses la moitié du temps. Et aujourd'hui, tu as laissé une femme que tu connais depuis 3 semaines traiter ta sœur comme un chien parce que tu pensais qu'elle avait plus de statut que moi. Jérôme a baissé les yeux vers ses chaussures. Je ne savais pas qu'elle mentait. Ça n'aurait pas eu d'importance si elle disait la vérité, ai-je crié en frappant la main sur le comptoir. Le bruit les a fait sursauter tous les deux. C'est ça, le problème. Même si elle était une cadre et que j'étais une concierge,
tu n'aurais pas dû la laisser me parler de cette façon. Tu n'aurais pas dû la laisser me faire honte d'être pauvre. Tu es mon frère. Des larmes me sont montées aux yeux, chaudes et pleines de colère. Je n'ai pas gardé ça secret pour vous piéger. Je l'ai gardé secret parce que je voulais savoir si vous m'aimiez moi ou si vous n'aimiez que le succès. Et ce soir, j'ai eu ma réponse. Vanessa, a dit papa en se levant d'un air chancelant. Il s'est approché de moi, tendant la main. Je suis si fier de toi. 60 millions d'euros. Mon Dieu. Tu es une présidente directrice générale. Une titan de l'industrie. J'ai regardé sa main. J'ai regardé l'éclat dans ses yeux, le même éclat que Rachel avait quand elle parlait du comte de Kyoto. Il ne voyait pas sa fille. Il voyait la valeur nette. Il voyait le droit de se vanter au country club. Ma fille, la présidente directrice générale. J'ai reculé, hors de sa portée. Ne faites pas ça, ai-je dit froidement. N'essayez pas de vous approprier ça maintenant. Vous n'avez pas construit ça. Vous n'avez pas soutenu ça. Vous avez ri du sweat à capuche que je portais parce que j'étais trop occupé à bâtir un empire pour faire du shopping. Je suis ton père, a-t-il dit, la blessure se lisant sur son visage. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça compte pour tout, ai-je dit. Ça veut dire que vous auriez dû me défendre quand je n'avais rien. C'est facile d'aimer le gagnant, papa. C'est beaucoup plus difficile d'aimer l'artiste qui lutte. Vous avez échoué au test. J'ai attrapé mon sac à main. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le secret était révélé. Le fardeau avait disparu. Et les liens qui me liaient à leur approbation avaient été coupés. Jérôme, ai-je dit en m'arrêtant à la porte. Les couteaux sont vraiment beaux. Garde-les. Cuisine quelque chose pour toi-même pour une fois. Ness, a appelé Jérôme, sa voix se brisant. Est-ce que ça va entre nous? Je l'ai regardé. Il ressemblait à un petit garçon perdu dans une grande maison qu'il ne pouvait pas se permettre. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je pense que j'ai besoin d'espace. De beaucoup d'espace. Ne m'appelle pas pendant un moment. J'ai une entreprise à diriger. Je suis sorti par la porte d'entrée, passant devant l'endroit où Rachel s'était tenue, devant la rangée de voitures de luxe. Je suis monté dans ma Peugeot 208 de 2014. J'ai tourné la clé, et le moteur a démarré dans un cliquetis. Ce n'était pas un joli son, mais c'était le mien. Alors que je m'éloignais, laissant la grande maison de lotissement dans le rétroviseur, mon téléphone a vibré. C'était un email de mon agent immobilier. Sujet, l'annonce de l'appartement terrasse. Vanessa, le propriétaire de l'immeuble à côté du vôtre cherche à vendre les 2 derniers étages. Ascenseur privé, accès à un héliport. Intéressé? J'ai souri, le premier vrai sourire que j'avais eu depuis longtemps. Réponse, visitons le lundi. Et dites-leur que je paie comptant. J'ai baissé la vitre, laissant l'air frais de la nuit s'engouffrer.